Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Coucou! Coucou Charlotte, merci de m'accueillir ici. Merci à toi d'avoir accepté de passer de l'autre côté du micro. Quel saut, hein, c'est vrai. Comment tu te sens là? Sereine et apaisée et, et enthousiaste que tu puisses tenir l'espace pour mon récit et voilà, je me vais me laisser guider par toi. Merci pour ta confiance. Si tu es OK, je t'inviterai à te présenter comme ça t'es juste, voilà, et à nous dire ce que tu aimes. Ouh. Alors, moi je m'appelle Johanna, je suis mariée et maman de 3 enfants, dont le dernier, dont j'ai donné naissance au dernier à la maison. Que dire? J'aime parler de la naissance, j'aime rencontrer des femmes qui cherchent, qui ont cette quête, comme j'ai, de justice, de justesse, de liberté, de trouver qu'est-ce que ça veut dire d'élever nos enfants avec justesse dans ce monde. Voilà, je dirais que ça j'aime beaucoup. Et puis il y a plein d'autres choses, je sais pas. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord de partager que tu es aussi l'autrice d'un fabuleux podcast? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc j'ai lancé ce podcast il y a 3 ans. Au début, c'était en plein confinement, premier confinement là. Quand ça faisait pas longtemps que j'avais découvert le monde de la naissance libre. Et je dis découvert parce que j'avais même pas idée avant en fait que c'était une option, une possibilité. Ça faisait pas partie du champ de ma conscience et du champ des possibles. Et quand j'ai découvert tout cet univers dans le monde anglophone d'abord, ça a été vraiment une réponse à une quête que j'avais de comprendre ce qui m'était arrivé. Sûrement, on va en parler, mais et de comprendre. Et quand j'ai découvert ça, ça a fait clic, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça la raison pour laquelle je me sens si mal. Et c'est ça la réponse, quoi. Voilà. Et donc j'étais vraiment très enthousiaste, évidemment, et je me suis dit, on n'a pas en français accès à beaucoup de récits, à beaucoup d'expériences, enfin. Et voilà. Et puis, donc j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé ce village quelques temps après dont tu fais partie, pour qu'on ait un lieu
un lieu intime et sûr et bienveillant et intelligent pour parler de ces sujets. Parce que je trouve qu'Instagram, c'est à la fois génial et à la fois limite, enfin, de toute façon, c'est sûr, limité pour aller vraiment dans la profondeur des choses. Et donc, voilà. C'est aujourd'hui ça, le cœur de ce que je fais, en plus d'élever mes enfants, puisqu'on fait l'IEF encore à moitié. Enfin, c'est un peu, voilà. Et voilà. Merci Johanna. Tu as commencé un petit peu à entamer la prochaine question qui était euh, bah, est-ce que tu serais d'accord de nous partager ton cheminement pour arriver à cette naissance et cette grossesse libre? Je me suis demandé comment je vais faire pour partager ça à la fois brièvement, parce qu'évidemment, je pourrais en parler des heures. Et j'ai partagé ça hier aussi en story. C'est pour moi, ça a été jusqu'à présent difficile de savoir mettre des mots sur mon expérience sans avoir l'impression de manquer à l'intimité et à la discrétion qui est due pour l'histoire de mes enfants, tu vois. Parce qu'évidemment, ça les concerne directement. Et en même temps, je sais que ce que j'ai vécu et ce que j'ai envie de partager, j'aurais beaucoup aimé l'entendre à l'époque. Donc c'est aussi, je parle un peu à la jeune maman que j'étais en partageant cette histoire. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis devenue maman aux États-Unis et je savais à l'époque que le système médical américain était pas très favorable à la naissance physiologique. Et à l'époque, pour moi, à la physiologie de la naissance, pour moi, à l'époque, le summum de la naissance naturelle, si on peut dire ça comme ça, c'était d'accoucher sans péri. Et donc, c'était vraiment mon objectif. Je me suis préparée à ça. Bon, on s'est préparé avec mon mari, que j'ai un peu forcé, avec une préparation américaine très, très... L'idée, c'est que c'est le mari, le coach et tout. Enfin, aujourd'hui, ça résonne plus du tout avec ce que je comprends de la naissance, mais voilà, ça m'a donné la confiance pour affronter aussi ce système qui était vraiment, vraiment tordu, quoi. Enfin, et, et puis, dans cette préparation, il y avait quand même quelques éléments qui étaient justes, enfin, comme, le fait que les centimètres, ça veut rien dire, et que quand on te dit où t'en es, faut surtout pas, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est d'observer l'état émotionnel et tout. Il y avait quelques petits trucs qui sont restés comme voilà, dans ma box à outils de ce que je comprends de la naissance. Et oui, voilà. Et donc, je faisais cette préparation. Je faisais mon suivi médical à l'hôpital, les rendez-vous aux États-Unis où tu te fais peser. Là-bas, tu arrives à l'hôpital et tu te fais peser dans l'entrée devant tout le monde. C'est une grosse balance. Enfin, c'était vraiment. Et puis ça durait 10 minutes. Enfin voilà. Et puis on m'a commencé à me dire que mon bébé était trop petit et donc on m'a fait au moins, je sais pas. À la fin, j'ai peut-être eu 10 échos en tout pendant cette grossesse, au moins. Je sais même pas. J'avais eu une écho en France, à un moment on était en France pour le visa et tout ça, et j'avais fait une écho et on nous avait dit que le bébé était immobile, il y avait une suspicion d'immobilisme. Et on partait le surlendemain aux États-Unis et ça nous a mis en panique enfin, je veux dire, cette peur d'un coup qu'il y a un problème. Et je partage ça maintenant. Parce qu'à ce moment-là, je savais que ça allait bien, que mon bébé allait bien. Et pourtant, on venait de me donner cette information qui était comme voilà, une bombe. Et on a passé la soirée, la nuit à s'inquiéter. Et le lendemain, on a fait une écho de contrôle. On a eu de la chance. Normalement, les gens attendent une semaine avant de faire ces échos en général. Parce c'est difficile d'avoir des rendez-vous dans ces centres de seconde écho. Nous, comme on repartait, on nous a donné un rendez-vous le lendemain. Je sais pas comment on peut attendre une semaine avec une inquiétude comme ça. Enfin, je veux dire, c'est tellement néfaste. Et pendant cet écho, on nous a dit, ah ben non, aucun problème, tout va bien. Et pour moi, ça a été une expérience, je me suis dit, mais en fait, je savais, et d'avoir intégré cette peur qu'on m'avait donnée, c'était une première leçon. Et donc, pendant cette grossesse, j'ai eu beaucoup d'échos et je détestais ces échos. J'avais l'impression qu'on faisait passer un contrôle qualité à mon bébé. Je dis tout le temps cette expression, mais c'était vraiment ce que je ressentais. Ça paraissait tellement décalé d'aller mesurer ses membres, ses machins.
Je veux dire, on fait pas ça, c'est dans la vie. Enfin, voilà. Et je détestais aussi devoir à chaque fois rappeler que je refusais les tests pour la trisomie, en fait, je détestais cette impression que c'était une espèce d'organisation eugénique, enfin, tu vois, normalisée. Voilà, donc ça, c'était mon expérience. J'ai jamais refusé aucun contrôle, aucune écho, rien, parce que j'étais tellement, pour moi, c'était normal, quoi. Je leur faisais confiance et voilà. Bon, mon bébé faisait 3,3 kg à la naissance, voilà. Aucun problème de taille, évidemment, mais j'avais quand même fait une écho toutes les semaines à la fin de ma grossesse. Voilà, super. Bon, donc comme j'étais aux États-Unis, j'avais un peu peur de ce qui allait m'arriver parce que autour de moi, toutes les femmes des femmes que j'avais rencontrées là-bas qui étaient enceintes en même temps, j'avais rencontré des femmes dans des groupes de préparation où j'étais allée exprès pour rencontrer du monde puisque je connaissais pas grand monde à l'époque là-bas. Et toutes elles se sont fait déclencher ou elles ont eu une césarienne. Je suis la seule dans mon groupe de, je sais pas, de 7, 8 femmes à pas avoir eu de déclenchement ou de césarienne. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et ma chance, ça a été que mon enfantement a été ultra rapide. Et donc pour la petite anecdote, on est arrivé à l'hôpital. Donc on a fait 1 heure de route pour arriver parce que c'était très loin. Il y avait des embouteillages. Donc déjà maintenant je me dis quelle absurdité de faire 1 heure de voiture à la fin de ton travail. On est arrivé à l'hôpital et j'arrivais plus à marcher. Dans ma préparation, on nous avait dit, il faut surtout que vous alliez vous garer au parking et que vous alliez ensemble à l'hôpital parce que si ton homme te laisse, c'est là qu'il y a des chances que ça se passe mal et il faut pas qu'il reparte garer la voiture. Enfin, donc j'ai forcé mon mari à aller sur le parking qui était à la perpète de la maternité. On a marché avec difficulté. Tout le monde voulait me donner un fauteuil. Moi, je voulais pas, je voulais marcher parce qu'on m'avait dit qu'il fallait marcher. Et on est arrivé. Ils m'ont ausculté. Et on m'a dit que j'étais pas en travail. J'étais pas vraiment encore en travail, qu'on était à peine à 4 et qu'il fallait qu'on reparte. Sauf que moi, à ce moment-là, je pouvais déjà plus parler, j'avais vomi, j'avais fait pipi dessus. Enfin, j'étais plus du tout en état de communiquer, encore moins en anglais, mais de toute façon, j'étais plus en état. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dit, bon, bah, on va vous admettre et tout. On était en train de remplir des papiers et tout. Et d'un coup, j'ai commencé à sentir pousser. Et ils étaient en train de me dire, vous habitez dans une maison, dans un appartement. Enfin, ils parlaient à mon mari, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'était complètement décalé. Moi, j'étais dans mon truc. Et ça a commencé à pousser. Et puis, au début, je me disais, bah non, ça peut pas être la poussée, puisque je suis pas encore en travail. Tu vois. Et puis, au bout de 2, 3 sensations, j'ai dit à la nurse qui était là, je lui dis, ça pousse. Elle a mis sa main et puis il y avait la tête du bébé. Donc elle a commencé à mettre la main, elle a gardé sa main sur tu vois, sur ma vulve, enfin sur la tête qui était là, qui arrivait. Elle a commencé à crier après tout le monde arrive en courant. Je me souviens un peu d'être à la fois dans ma bulle et dans cette espèce de scène, tu vois, de tout le monde, je sais pas, au moins 5, 6 personnes qui arrivent en courant et elle me disait, montez sur la table, votre bébé il peut pas, parce que j'étais debout, votre bébé il peut pas naître par terre et tout. Et puis moi je pouvais plus bouger, enfin. Et je me souviens qu'il y en a une qui a dit à mon mari, dites à votre femme de monter sur la table et tout. Maintenant, je me dis, mais c'était tellement ridicule. On a fait monter sur la table et je sais pas, peut-être 10 secondes après, ma fille a été née, tu vois. Et donc et moi, je suis restée en état complètement de choc après cette naissance parce que je crois que comme on m'a dit, enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de raisons qui m'ont mis dans cet état qui a suivi pendant très longtemps, ce que je vais partager maintenant. Mais je crois que quand on m'a dit que vous n'êtes pas en travail, et je me dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, je suis en K4, a priori, il me reste peut-être 6, 7 heures, enfin, je sais même, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour tenir dans cet état pendant 6, 7 heures, enfin, mais du coup, je m'attendais pas du tout à ce que mon bébé naisse comme ça. Et quand elle est née, il y a des photos où on voit ma tête et je suis, genre, je sais pas comment dire, je me suis sentie dissociée, en fait, de ce qui venait de se passer. Et puis on l'a emmenée tout de suite, on me l'a mis, puis on l'a emmenée tout de suite parce que comme je pense qu'elle était née vite, elle était un peu encore engorgée et tout, mais elle allait très bien. Et on me l'a prise. Donc je pense que ça a aussi participé à ce qui m'est arrivé après, enfin toute cette. Et donc ce qui m'est arrivé, c'est qu'elle est née. Mon mari a pleuré pendant des jours et des jours juste en la voyant. Enfin il était dans un état d'émotion. Et moi, je ne ressentais rien. J'étais là.
je sais pas, c'était mon bébé, je pouvais pas le nier parce qu'elle ressemblait tellement à mon mari, c'était une miniature de mon mari, c'était très bizarre aussi. Mais elle était là et je l'ai allaitée, j'ai fait du pot à pot pendant des semaines et tout, mais je ressentais rien. Et c'était dramatique pour moi parce que je sais pas, enfin, toute femme qui l'a expérimenté le sait, enfin, tu t'attends pas en fait que ce soit possible de vivre ça. Et tu te demandes, et donc pendant des mois, je me suis demandé ce qui clochait chez moi. Je me dis, comment c'est possible, quoi? Qu'est-ce qui cloche chez moi pour être aussi frigide dans mes émotions? Et, et à l'époque, alors à l'époque, j'avais pas les réseaux sociaux, et je me souviens d'avoir cherché dans les forums sur Internet. Et un jour, j'avais lu dans un forum, tu sais, les vieux forums de maman, là, qui datent des années 2000, qu'une femme qui disait, moi, il me faut des mois pour tomber amoureuse de mon bébé. Et cette phrase, je me suis dit, ah, bah, écoute, je suis pas la seule, quoi. Tu vois, pour dire à quel point je me sentais seule parce que j'ai essayé de le partager à quelques, bon, mon mari, je lui ai partagé ce que je vivais, mais il comprenait pas du tout. Et je crois que ça lui faisait tellement de peine que j'ai vite compris que ça ne servait à rien de lui partager. Enfin, il comprenait pas. Et j'ai essayé de le partager à une grande amie qui avait pas d'enfant à l'époque, mais j'ai senti qu'elle m'était trop mal à l'aise ce que je disais. Tu vois, c'était trop, en fait, c'était trop bizarre, voilà. Donc j'ai passé des mois avec ce sentiment, avec cette immense solitude intérieure et cette espèce de question, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Voilà, c'est pas passé. Et je pense, je me disais, 6 mois, tiens, ça va passer, c'est pas passé. Enfin, je veux dire, c'est pas passé. Il y avait rien de plus vivant en moi. C'est comme si mes émotions étaient mortes, enfin, et que je faisais tout bien. J'ai fait tout ce que je savais bien pour ma fille, enfin, mais il n'y avait pas cet élan du cœur, cette espèce de truc charnel et tu vois, bon, que maintenant je connais et je me dis, on m'a volé quelque chose et en même temps, je crois que c'est pas que l'extérieur, c'est aussi, j'étais tellement à l'époque déconnectée de mon corps pendant toute ma grossesse, l'avant, enfin, en fait, c'est toute mon histoire qui m'a conduit à vivre ça. Mais c'est aussi ces circonstances de grossesse où on te fait des examens à répétition, où j'étais complètement déconnectée pendant ma grossesse. Et puis après, l'accouchement, là, on te prend ton bébé, on te laisse pas la rencontrer. Enfin, il y a tout qui a joué, je pense. C'est multifactoriel et c'est pas juste la faute des professionnels, mais je pense vraiment que enfin, ça a joué quand même un rôle important. Voilà. Je suis enceinte de mon deuxième et on rentre en France et je me dis, oh, la France, en France, on a des sages-femmes, ça va être super. J'avais confiance en fait dans le système français par opposition au système américain et donc on est arrivé vers le milieu de la grossesse. Je suis allée voir une sage-femme libérale qui était super. J'ai découvert le milieu français de la naissance qui est complètement différent du milieu américain. Aux États-Unis, où j'étais, tout le monde allait, par exemple. Et en France, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Des choses très différentes. Et je me dis, ah, bah, tiens, c'est intéressant. Pas du tout la même perception de plein de choses. Et puis, je m'inscris à l'hôpital, plus gros hôpital de Bordeaux. Dernière écho à l'hôpital avec une étudiante. Il y avait le médecin qui était très intéressé de lui apprendre plein de choses. Et du coup, mon écho a duré 1h10, pour de vrai. À la fin, il cherchait le sexe de mon bébé qu'on avait déjà observé à d'autres échos et il n'arrivait pas à le trouver et c'était vraiment très long. Et moi, j'étais enceinte de 32 semaines, 30 semaines, je sais plus. C'était la canicule de 2019. J'étais sur une table, je me sentais trop mal, allongée sur le dos et j'osais rien dire. J'ai rien dit à ce médecin j'ai rien dit à personne. J'étais là comme genre, j'offre mon corps pour la science. Je veux dire, ça reste pour moi des points dans mon histoire où je me dis, mais comment j'ai pu à ce moment-là ne pas dire que je me sentais hyper mal et que ça suffit, quoi, ça suffit, on s'en fiche de voir son sexe maintenant. Ça fait 1h05 que vous êtes sur mon... Voilà. Bon, j'ai rien dit, et voilà. J'étais bien soumise, quoi. Et voilà, la naissance arrive. Encore plus rapide que la première, puisque à 17h, je me souviens d'avoir envoyé un message à mon ami aux États-Unis en disant, je suis pas trop si c'est le travail qui démarre, j'ai beaucoup de contractions. J'ai beaucoup de sensations pendant toute la fin de ma grossesse, mais vraiment beaucoup. Donc, je sais jamais vraiment quand le travail commence. Pour mes trois, ça m'a fait ça. Et, euh, et donc, je lui dis ça à 5h, et puis vers 6h, non, à 6h moins quart, mon mari était très pressé qu'on parte à l'hôpital, parce que lui, il pensait que ça allait être très rapide. Moi, j'étais dans la douche tranquille, il m'a un peu forcé à partir. Et puis, on est arrivé à 6h01 à l'hôpital à Bordeaux.
Euh, C'était le branle-bas de combat. Là-bas, il y avait tellement de monde et tout qu'on n'avait pas de salle. Donc, ils m'ont mis dans une petite pièce. La sage-femme du triage, là, d'accueil, elle était trop contente. Elle croyait que j'allais accoucher là. Donc, elle était trop contente que j'accouche dans sa salle d'accueil. Et puis finalement, au dernier moment, il y a eu, enfin, un quart d'heure après, il y a eu une salle qui s'est libérée. Donc, on m'a emmenée. T'avais tout le monde qui était en train de passer la serpillière. Enfin, quand je pense à tout ça, je dis ça parce que c'est tellement pour moi décalé maintenant avec l'expérience que j'ai faite et ce que je crois être le lieu tellement plus propice à cet événement. Enfin, donc tout le monde était en train de passer sa serpillière, il y avait tout le monde avec des grandes blouses et tout. Et je me souviens d'être arrivée dans cette salle et mon bébé est né 10 minutes après, hein, juste pour le contexte. Donc ça, c'était une demi-heure après notre arrivée à l'aéroport. C'est ça. À la maternité. Une sage-femme m'a fait monter sur la table. Mon mari a dit, elle veut accoucher à quatre pattes, comme la première. Et quand il a dit ça, pourtant j'étais très très avancée dans le travail, dans ma bulle. Mais je sais lui avoir dit, mais non, pas du tout. Je voulais surtout pas. Je sais pas pourquoi il a dit ça. J'avais jamais dit ça moi. Mais je voulais surtout pas que les sages-femmes pensent que j'étais la patiente saoulante qui a une idée et qui voilà. Et donc, je lui ai dit, mais non, pas du tout et tout. Mais bon, de fait, je me suis mise sur cette table et je pouvais qu'être à quatre pattes. Sauf que la sage-femme, elle avait pas du tout envie que je sois à quatre pattes, donc elle m'a forcé à me mettre sur le côté. Elle m'a fait trop mal en faisant ce geste-là de m'aider à me mettre sur le côté. J'ai failli lui donner un grand coup de pied. Enfin, je me souviens d'être vraiment mal et à ce moment-là, de plus pouvoir contrôler. Donc, je me suis remis à quatre pattes et genre, je sais pas, peut-être 5 minutes après, mon bébé est né. Elle m'a fait pousser. Ah oui, ça, c'était débile aussi. Elle m'a poussé. Je me suis je me suis dit, n'importe quoi. Je sais que je suis en train de pousser. Enfin, bref, ça a été très vite. Et quand mon bébé est né, elle a dit, la sage-femme, donc il était 18h40, elle finissait sa garde à 19h. Elle était sûrement très fatiguée, cette pauvre femme. Mais elle m'a dit, oh, il y en a partout. Elle était dégoûtée, en fait, que j'ai accouché à quatre pattes. Et donc, elle était dégoûtée que, je sais pas, il y ait du liquide partout. Enfin, et cette phrase, et je me souviens de mettre, donc on m'a retournée, enfin je sais plus trop, je me suis retournée, on m'a donné mon bébé et je me souviens d'être vraiment mal à l'aise et de me dire mince, et je me suis excusée. Ah oui, elle a dit cette phrase et tout de suite je me suis dit, ah je suis désolée. Voilà, j'étais gênée en fait de l'avoir dérangée, d'avoir été dérangeante. Et donc je me suis excusée, enfin j'ai dit, ah, je demande, enfin pardon, voilà. Et puis j'ai pris mon bébé, on me l'a pas pris, enfin après voilà, voilà, on m'a laissé là longtemps parce qu'il n'y avait pas de place encore en suite de couches et tout. Et tout le monde était très gentil. Enfin, mais je, mais je suis restée dans un état un peu de. Je ne savais pas pourquoi je me sentais si mal. Les heures qu'on suivi, les jours qu'on suivi, tout s'était très très bien passé. Enfin, je veux dire, un enfantement en 30 minutes, enfin comme ça, quoi. Mais je me sentais vraiment bizarre. Voilà. Et puis bon, après, ça a été la découverte de la fratrie, de ce que c'est d'être maman de deux enfants et tout. Mais les mois qui ont suivi, je me sentais toujours bizarre. Mais par contre, pas autant déconnectée que la première. Donc je disais, tiens, ça vient, enfin, tiens, je suis quand même, il y a peut-être quelque chose qui cloche pas chez moi. Enfin, bon, pour dire, hein. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de devoir raconter mon histoire. Et c'est là que j'ai dit, mais je me suis excusée. Tu vois, et en fait, ça a été le déclic pour moi de me dire, mais attends, mais c'est quoi cette connerie? C'est quoi ce délire de m'être excusée? Je viens d'enfanter, de donner naissance à mon bébé et on m'engueule clairement comme une petite fille et moi je me suis excusée. Je crois que c'est ça qui m'a le plus, qui a fait le déclic. C'est pas possible. Qui suis-je quoi? Tu vois? Qui- Voilà. Et c'était je pense que c'était en décembre 2019. Et c'est juste après que j'ai découvert Freebird Society, Yolande Norris Clark et toutes ces femmes, Elisabeth, que aujourd'hui est naître à la maison. Elisabeth, je sais plus si enfin, t'étais pas là, je crois, mais je sais plus si elle était déjà sur Instagram ou pas, mais je me suis dit, mais c'est ça, en fait, je sais pas, tout d'un coup a pris sens, quoi. Je me suis dit, c'est quoi cette manière de donner naissance en captivité, d'être en captivité, de remettre mon autorité intérieure, ma souveraineté. À l'époque, je connaissais pas, je pense pas que j'utilisais ce mot, mais à l'extérieur, quoi. De laisser à des gens qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas mon corps, et encore moins mon bébé, enfin, de me dire des choses, de me faire peur, et j'ai commencé à lire toute mon histoire, et ça remonte à bien plus que juste la grossesse, mais
Et tout m'a, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Comment j'ai pu être hypnotisée comme ça ouais, dans cet univers? C'est comme si on m'avait enlevé un voile de devant les yeux, et puis d'un coup, ça me paraissait une évidence. C'est pas possible de, voilà, c'est comme, voilà, ça s'est passé assez instantanément. C'est comme si, presque du jour au lendemain, c'était une évidence pour moi que ça n'avait aucun sens. Et la chose, c'est que mon deuxième, quand j'étais enceinte de mon deuxième, là, quand on est arrivé à Bordeaux, je me souviens que je rêvais d'accoucher, qu'il naisse comme ça, peut-être au parc. On allait tous les jours au parc avec ma fille et tout. Je me disais, ça va venir super vite. Je savais que ça serait rapide. Je savais que ça serait rapide et je me disais, ah, j'aimerais trop que ça arrive super vite. Je me faisais des films et à aucun moment, je me suis juste imaginé que c'était possible juste de le choisir. Ça ne faisait pas partie des possibles de mon univers mental, quoi. Voilà. Et quand j'ai découvert ça, c'est comment j'ai pu ignorer cette possibilité. Ça, voilà, c'était, voilà. Donc, ça, on est en 2020, toute cette découverte, je lance le podcast, tout ça. Et puis, en fin 2020, on conçoit notre troisième, avant même que j'ai eu mon retour de couche. Et c'était vraiment une surprise. Enfin voilà, c'était une surprise, ce bébé. Donc, je me suis rendu compte qu'il faut qu'on arrête de dire ça parce que, voilà, pour lui. Mais, et puis après, je me dis, ah, mais ça y est, c'est le temps de vivre cette grossesse, cet enfantement, selon mes termes, quoi, comme je veux et tout. J'étais trop contente. Et puis, bon, je me suis vite rendu compte que cet enthousiasme intérieur, dès que les quelques personnes à qui j'en ai parlé, pof, on m'a fait un écho de peur à mon nouveau projet. Et je me suis très vite rendu compte que fallait pas en parler. Enfin, qu'il fallait en parler le moins possible et avec des personnes très, très sélectionnées. Donc ça, c'est le premier point de ce que j'ai découvert dans ma grossesse. Et puis, donc moi, pour moi, c'était une évidence que j'allais pas faire d'écho, que j'allais pas faire de suivi. Mais je ne savais pas encore au début de ma grossesse que j'allais pas faire de suivi. Alors, c'était une évidence, mais je m'étais toujours dit aussi, c'est une évidence que je vais écouter mon corps, en fait. Je vais écouter ce que je ressens, mon bébé. Et si j'ai besoin de faire quelque chose, j'irai le faire. Je dis ça parce que c'était pas genre, je sais exactement, je ne mettrai jamais les pieds à l'hôpital, mais je savais que pour aller les mettre le pied là-bas, il fallait vraiment qu'il y ait une raison qui m'y pousse, quoi. Que ce serait pas du tout par défaut et que je risquais pas de... Surtout qu'à l'époque, on était en pleine, on est, enfin, en pleine insanité sanitaire. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était encore plus évident que c'est pas le lieu où j'allais mettre les pieds. Voilà. Et je savais pas trop comment naviguer tout ça au niveau est-ce que je déclare ma grossesse ou pas. Donc à l'époque, on habitait en Bretagne, on avait déjà déménagé, on habitait en Bretagne et on allait redéménager. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir la sage-femme que je connais, que je trouvais ce que j'aimais beaucoup. On avait sympathisé. Enfin, c'était une femme dont j'avais beaucoup d'estime pour elle. Je vais aller la voir, je vais faire la déclaration de grossesse et puis après je ferai plus suivi. Mais comme ça, on aura déménagé, elle ne se sentira pas du tout concernée par la suite. J'étais la voir. Et elle a pas voulu me faire de déclaration de grossesse juste sur un stick de grossesse. Elle voulait que je fasse une prise de sang. Déjà ça m'ennuyait. Et puis pendant cette conversation, je m'étais promis de pas lui parler de mon projet. Enfin, je m'étais dit, je ne parlerai pas de mon projet, sauf qu'elle m'a posé. Elle se souvenait en fait que je lui avais partagé pour mon deuxième ce qui s'était passé et tout. Et elle m'a dit, mais alors du coup, tu vas faire comment? Et j'ai pas pu m'empêcher de dire. Voilà, j'ai pas. Et là, sa réaction. C'est lui poser un sceau, en fait, sur ma décision de ne faire aucun suivi, de ne plus voir ces professionnels qui ne comprennent pas les choses. Mais sa réaction, elle m'a sciée, en fait. Tout de suite, elle m'a dit, oh, mais en me disant ça, comment elle m'a dit, tu me donnes une responsabilité légale. Alors moi, voilà. Puis elle m'a dit, mais t'es sûre? Enfin, en fait, elle a tout de suite projeté sa peur et voilà. Mais voilà, avec sa bienveillance et tout, hein. Mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'était bête de venir faire ça. Je l'aurais pas dû. Euh, et je remettrai plus les pieds nulle part. Sauf si j'ai besoin. Je suis quand même allée faire cette prise de sang parce que je me disais, au moins, j'aurais un papier qui montre que j'ai été enceinte, si besoin. Et je me souviens pareil alors voilà, ça, c'est la dernière anecdote médicale, mais non, pas la dernière, il y en a une autre dans la grossesse. Mais je suis allée faire cette prise de sang. Déjà, c'était ridicule. Il y avait une immense queue. Tout le monde était, voilà. Et puis, tout le monde espacé de 2 mètres au centre médical. Enfin, je veux dire, je me suis dit, mais c'est quoi cet univers? Bon.
J'arrive à ma possession, on me demande c'est quand la date de vos dernières règles. Donc je dis 15 novembre 2018. C'est c'est toujours la date de ma dernière règle. Avant, je ne les ai pas eu depuis, puisque j'ai toujours pas eu mon retour de couche, mon troisième. Et la dame, elle me dit, ah bah non, c'est pas possible. Je dis, bah si, c'est possible, puisque je suis enceinte, j'ai été enceinte avant, mon bébé a 14 mois, mais j'ai toujours pas eu mon retour de couche, puisque j'allais, et que voilà. Peut-être mon corps avait était pas assez en forme pour avoir ce retour. Voilà. Bon, bref, je sais même pas ce que je lui dis, mais et le lendemain, quand j'ai reçu mes résultats, elle avait marqué dans le compte rendu, n'a pas été date de dernière règle, n'a pas été spécifiée par la patiente. Et franchement, ça m'a mis en rogne. C'est un détail, mais en fait, le fait qu'elle monte et qu'elle me dise quand, je veux dire, c'est vraiment, je trouve, on voit ça tout le temps dans cet univers où en fait, on fait passer les femmes pour folles pour plein de choses, mais des petites choses comme ça, c'est genre, t'as dit une date, ça colle pas dans leurs idées des choses, et donc on va dire, t'as pas dit la date. Je sais pas, on a l'impression qu'on est dans enfin, je veux dire, on est des adultes qui parlons ensemble et non, en fait, on n'est pas, voilà. Ça aussi, ça m'a mis en rogne. Bon, bah, j'avais cette prise de sang et je me suis dit, bah, vraiment, ça me confirme que je mettrai plus les pieds chez eux. Voilà, ma grossesse se passe, merveilleux, en fait. D'un coup, je me disais, mais c'est trop bien de juste faire confiance à mon corps, de juste sentir les choses, voilà. Et puis voilà, j'avais le soutien de femmes qui m'entourent, de vous, ça me suffisait largement. C'était trop bien. Comme grossesse, je me disais, oh là là, c'est trop bien. Je suis tellement plus connectée à mon bébé, je me fais confiance, je m'écoute. Enfin, en fait, c'était naturel, c'était même pas trop bien, c'était normal, quoi. Et puis, quand j'arrive vers la fin de la grossesse, vers 30 semaines, c'est à l'époque où il y a eu une maman qui a eu ses enfants placés, Marina, là. Et j'avoue que comme beaucoup, enfin comme toutes les femmes, je pense, qui ont des enfants et qui ont entendu cette histoire, ça m'a bouleversée. Je me dis merde, est-ce que je suis complètement inconsciente d'avoir même pas de déclaration de grossesse, enfin d'avoir rien? Qu'est-ce qui va m'arriver s'il y a un problème? Enfin, j'ai commencé à vraiment avoir peur. Et je me suis dit, c'est quand même, alors c'était complètement bête. Maintenant, je pense que ça n'avait aucune, je pense que ça n'apportait absolument rien à mon cas d'avoir une déclaration de grossesse, mais je sais pas pourquoi je me suis dit, il faut que j'aille déclarer cette grossesse. Donc j'étais à 30 semaines avec mon gros ventre qui bougeait. Je suis allée voir une sage-femme que je savais ouverte à l'ANA, qui n'allait pas me dénoncer à la PMI, parce que c'est quand même ça qui se passe souvent, pour faire cette déclaration de grossesse. Et d'abord, la première chose qu'elle m'a dit, c'est, bah non, je peux pas faire de déclaration sans écho de datation. Bah, je dis, bah ouais, mais moi je suis à 30 semaines, genre, on va pas faire d'écho de datation, ça n'a aucun sens. Enfin, elle a insisté. Bah, si, il faut faire une écho de datation. Et je dis non, bah, de toute façon, il n'est pas question que je fasse une écho, donc bah non, du coup, je lui ai dit, bah dans ce cas-là, est-ce que je vous quitte comme ça? Elle m'a dit, bah non, je peux faire une déclaration si j'écoute le cœur. Je lui ai dit, bah d'accord, mais je veux pas de Doppler. Alors, je voudrais qu'on parle de à quel point ce n'est pas bénin un Doppler et une écho, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc je voulais pas de Doppler. Je me suis dit, mince, encore une fois, je veux pas faire la patiente relou. En fait, j'étais gênée. Je refusais tout ce qu'elle proposait. Si tu veux Et prendre un temps parler de cette partie-là, c'est ok, hein. Enfin, moi, c'est ok si tu veux voilà, parler un petit peu de c'est là un gros maintenant. sujet. En tout cas, on a les quelques études et quelques observations. Et puis, de toute façon, il n'y a même pas besoin d'études. C'est des ondes très puissantes qu'on met en fait sur un bébé. Et dans les tests qui ont été faits, les études qui ne sont pas à double aveugle, parce que ça serait bon. C'est pour ça qu'il faudrait parler aller creuser, mais ils ont vu qu'après 3 minutes d'écho, en fait, il y avait des dommages sur le fœtus et que c'était néfaste, en fait. Et puis de toute façon, je te dis, c'était aussi cet aspect même sans l'aspect scientifique des méfaits. Pour moi, il y avait aucune raison de faire une écho. Tu vois, voilà. Donc, j'ai refusé aussi le Doppler. Je m'étais trop gênée. C'est moi qui viens, je demande quelque chose, un service, une déclaration. Je sais que c'était un engagement de sa part aussi, de cette sage-femme, d'accepter ça. Et en plus, je refuse tout ce qu'elle me demande. Mais voilà, pour moi, c'était tellement évident. Et donc, elle a accepté de faire avec le stéthoscope. Ça a mis du temps, mais elle m'a dit, si j'entends pas le cœur, je ferai pas la déclaration. Je dis, bah, it's fair. C'est juste, quoi. Enfin, je comprends. Même si tout ça, je trouve tout cette espèce de circuit, enfin, tout ça, c'est un vrai cirque enfin, c'est ridicule, mais bon.
Elle a entendu le cœur, elle m'a fait la déclaration de grossesse, et puis voilà. Mais je sais même pas pourquoi je suis allée faire ça. Ça n'a aucun sens, puisque, de toute façon, j'avais aucune écho, j'avais aucun suivi. Si j'avais eu des problèmes, c'est pas cette déclaration de grossesse qui m'aurait sauvée. Enfin, je pense qu'en France, ne pas avoir d'écho du tout, c'est vraiment, enfin, c'est difficilement défendable face aux gens qui pensent que c'est vital et que t'es un criminel si tu fais ça, quoi, de toute façon. Voilà. Bon, après cette expérience, donc, c'était tellement ridicule ce rendez-vous, je me suis dit, j'aurais pas dû y aller. Maintenant, ça me reconforte dans mon choix. Et de toute façon, je vais faire le choix de la confiance. C'est-à-dire que je peux pas contrôler tout ce qui va se passer, mais je sais que si quelque chose se passe et que si je devais être en contact avec des gens je vais rencontrer les bonnes personnes sur mon chemin. Et c'était vraiment, je me répétais, parce que cette peur sociale de qu'est-ce qui se passe si mon bébé meurt à la maison, parce que pour moi, c'est forcément une possibilité. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème, que je dois aller à l'hôpital et que j'arrive et que j'ai rien, tu sais. Euh, je fais le choix de croire que je rencontrerai les bonnes personnes. C'était ma prière, quoi. Et c'était vraiment je- mais en fait, dans cette grossesse, j'ai vraiment vu à quel point on doit choisir nos pensées. Enfin, tout se joue dans la tête, quoi, dans les pensées, dans les choix que tu fais. Qu'est-ce que je choisis? Ouais. Et c'était très fort, quoi. Ce choix, de devoir faire ce choix, parce que de toute façon, j'ai utilisé ce mot il y a pas longtemps, en parlant de cette grossesse, c'était comme vertigineux, en fait, de faire ces choix, qui à la fois étaient simples et évidents. En même temps, ça me semblait vertigineux face à la réalité sociale dans laquelle on était, dans laquelle on est. Voilà. Et vraiment, j'ai fait ce travail et je voyais que c'était la seule chose que je pouvais faire, en fait. C'était de faire confiance, de me dire, pas de me dire tout va aller bien. Je me le disais aussi, enfin, tout va bien, mon bébé est en bonne santé, tout va bien. Je le sais, je le sens. Mais aussi, quoi qu'il arrive, je rencontrerai les bonnes personnes. Tout sera parfait pas à pas, quoi. Et on parlait de ça l'autre jour toutes les deux pendant ton épisode, mais d'un coup, j'ai eu un déclic aussi de me dire, la confiance, c'est pas la garantie, c'est pas la preuve, genre, tout va aller bien, tout va bien se passer. On peut jamais le savoir. Mais la confiance, en fait, elle se joue que dans l'instant. Tu peux pas la garantir, cette confiance pour le tout. Par contre, tu peux, dans l'instant présent, pour le pas suivant, avoir cette confiance. Et enfin, j'exprime pas comme je voudrais l'exprimer. C'est vraiment, cette confiance, je peux la cultiver que dans le moment, maintenant. Et c'est un moment après l'autre qui fait que je bâtis cette espèce de chemin de confiance, quoi. Voilà. Voilà, on a déménagé un mois avant la naissance. Alors voilà, aussi l'histoire, c'est que je m'étais gourée dans la date de conception possible. Il y avait deux dates possibles, je pensais, parce que j'avais pas mes règles, je suivais plus du tout mon cycle, j'avais pas mes règles, donc tu sais, j'avais pas vraiment de repère. Et donc je m'étais dit, bah je pense la conception c'est telle date. Mes deux bébés sont nés à 40 semaines les premiers. Je pense 40 semaines, j'arrive. Ça sera mi-septembre. Et je me disais, non, mais surtout, je me fixe pas de date. Quelle que soit la date, de toute façon, j'attendrai, j'accueillerai. Mais dans ma tête, en fait, j'avais fixé une date. Et, et la fin de ma grossesse a été vraiment éprouvante. Physiquement, j'avais beaucoup de douleurs dans le dos, beaucoup de sensations pendant des semaines. Enfin, c'était intense et j'avais vraiment mal physiquement. Alors, j'ai passé ma grossesse derrière un ordi. Donc, clairement, j'étais pas du tout en forme physique comme mes précédents. Et je l'ai payé en fait. Et donc je sais aussi aujourd'hui la- que bref, on choisit nos souffrances en gros, tu vois, c'est de faire du sport, de faire des mouvements tous les jours. Parfois ça coûte de faire ces efforts et je le vois aujourd'hui. Je me dois tous les jours me rappeler en fait ce que j'ai vécu à la fin de cette grossesse pour me motiver, pour me bouger quoi. Mais je l'ai vraiment payé dans mon corps, mon sédentarisme et mon manque d'exercice, que j'étais vraiment pas en forme, quoi, à la fin de ma grossesse. Et donc, quand t'es arrivé mi-septembre, j'étais là, non, mais je me fiche de la date et tout, mais oh là là, j'en pouvais plus. C'était long. Et en même temps, c'était délicieux de n'avoir aucune pression extérieure. Enfin, tu vois, à part les voisins. Alors là, c'est une autre, ah voilà, une autre truc. J'ai dit à un voisin, on vit dans un petit bourg, dans un petit village, que j'allais accoucher à la maison avec une sage-femme. Enfin, on m'a posé des questions, donc j'ai beaucoup menti. C'est pas quelque chose avec lequel j'étais confortable du tout, mais
En fait, j'ai senti que c'était mesure de protection, quoi. Donc, évidemment, ils m'ont demandé, en plus, j'ai découvert que leur fille était sage-femme, donc c'est pour ça aussi qu'ils avaient plein de questions précises. Mais ils m'ont demandé, si elle, voilà, j'ai dit oui, avec une sage-femme, évidemment. Et, ah oui, j'ai oublié tout un truc aussi que je voulais partager sur mon mari. Bref, les voisins, je vais finir avec les voisins, après je parlerai de mon mari. Et donc, les voisins, quelle heure il est? Ça va, je suis pas trop longue. Euh, et ses voisins, en fait, après, toute la rue était au courant que j'accouchais à la maison. Et je me souviens que quand est arrivé mi-septembre, il y a des voisins qui m'ont demandé, je sortais plus beaucoup parce j'étais beaucoup dans le jardin, mais j'étais pas beaucoup dans la rue. Et les voisins demandaient à mon mari, quand est-ce qu'il va se faire déclencher? Et je sais que ça m'a trop choquée. Je me disais, c'est quoi ce bordel? Tu vois? Pourquoi les gens, ils se mêlent comme ça, quoi? Et je sais que c'est pas fait avec malveillance, mais à l'époque, c'était comme si c'était une intrusion dans ma bulle, quoi. Mon mari, en plus, il a pas été très doux avec les voisins, ce qu'il a dit. Ils ont dit, mais elle va accoucher où? Alors, en plus, il a dit des choses différentes à chacun. Enfin, à un moment, il a dit une ville près de chez nous, oui, pour dire la maternité, mais il n'y a pas de maternité dans cette ville, donc je sais pas, je me suis dit, ouais, il faisait comme s'il savait pas trop. Je me dis, normalement, un homme, l'homme, il sait 15 jours avant la naissance où sa femme accouche, quoi. C'était trop grillé qu'il est, il a trop mal menti. Mon mari, vers 2 mois de grossesse, il me dit, bon alors, on fait comment pour la naissance? Et puis, tu vois, moi, j'avais mon podcast, je parlais que à la maison, je parle que de ça. Enfin, il est dans mon univers et pour moi, c'était une évidence qu'on allait enfanter seul chez nous, quoi. Enfin, que j'allais, et pas pour lui, pas du tout. Et pour moi, ça a été genre, what? Tu vois, j'avais même pas réalisé qu'on allait devoir avoir cette conversation. Et il m'a dit, mais attends, on n'en a jamais parlé. Je dis, mais pour moi, c'est une évidence. Enfin, tu crois quoi? Et c'est la première fois dans notre mariage, dans notre couple, qu'on a été en désaccord vraiment sur quelque chose de fondamental. On est souvent en désaccord, mais des choses qui touchent vraiment aux décisions familiales de nos enfants et tout. On n'avait jamais été en désaccord. Et là, on est en désaccord. Et il n'y avait aucune concession possible de ma part. Et c'était la première fois que ça arrivait, ce genre de situation. Et c'est pas que j'ai jamais eu à faire de grosses concessions, genre de valeurs profondes, mais on trouve toujours une sorte d'accord. Mais là, je pouvais pas, en fait. Même si je voulais, je ne pouvais pas. Il me dit, mais si tu veux, on va à l'étranger, on va trouver une sage-femme et tout. Mais je dis, mais ça, je lui dis, bah, je veux bien aller à l'étranger si tu veux. Enfin, on a de la famille, ma soeur est au Costa Rica. Moi, je veux bien aller où tu veux. En plus, c'est en plein Covid, j'avais qu'une envie, c'était de partir de cet univers orwellien. Enfin, mais je lui dis, mais ça va rien changer à la réalité que de toute façon, c'est moi qui vais le faire. Enfin, et à l'époque, et donc à ce moment-là, il m'a dit, s'il te plaît, trouve une birthkeeper, trouve quelqu'un, même si enfin, il s'en fichait en fait que ce soit quelqu'un de médical, mais il voulait une autre femme. Et donc à l'époque, j'ai contacté une super birthkeeper qui a pris soin de moi en postpartum. Mais elle était open pour être là à la naissance et être de garde, tu vois, pour moi. Et moi, ça me parlait pas. Enfin, j'étais en fait en train d'essayer de faire une concession pour mon mari, mais je savais que je voulais pas qu'elle soit là. D'ailleurs, je crois que je lui ai dit clairement, je veux pas, en fait. Mais ça rassurait mon mari, puis au final, en fait, après, plus la grossesse passait, plus il s'en fichait de ce sujet. Enfin, chez elle, voilà. C'est passé, en fait, ce besoin. Maintenant, je me dis, je trouve que pour un homme, c'est chouette. Enfin, en tout cas, ça dépend des hommes, mais le mien, je peux comprendre pourquoi il voulait qu'il y ait une autre femme. Et pour un prochain, je crois que j'aimerais bien qu'il y ait une femme juste dans une cabane pas loin, donc quelqu'un qui soit pas là au moment, qui soit pas là, mais que juste après elle soit là. Et ça, voilà. Et donc, ça me paraît juste, en fait. Ça demande, je me dis, en fait, je comprends aussi pour l'homme, c'est une sacrée responsabilité. D'un coup, il doit protéger l'espace, et puis en plus, il devait gérer les enfants, enfin, les deux autres. Il y avait ma maman qui était dans la maison, mais elle dormait, et puis, je sais pas, aucun moment, je me suis dit, je veux que ma maman soit là. Mais j'étais contente qu'elle soit là voilà, pour me soutenir après, mais bref, voilà, je vais partager ça sur le couple. Ça a été vraiment pour moi aussi une expérience profonde de, à quel point il m'aime. Parce que, parce que pour lui, c'était vraiment pas évident d'accepter ça, mais vraiment pas. Et il l'a accepté par obligation au départ. Mais en fait, après, ça s'est transformé il l'a accepté avec grâce, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas juste subi, il a vraiment été parfait. Enfin, genre, parfait. Je lui avais donné des instructions. Je lui ai dit, je veux pas que tu t'actives autour de moi. Je veux pas de bruit. Si tu sens que t'es stressé, je veux pas que tu sois là. Je veux surtout pas que tu prennes des photos ou des vidéos. Pour moi, je trouve ça génial. J'adore partager des photos aussi et j'adore en voir. Ça a participé aussi à
à ma rééducation mentale de ma vision de la naissance. Mais je pense, c'est Michel Audin qui dit ça et ça m'a vraiment, la pire chose à introduire dans un espace d'enfantement, c'est un appareil photo. Je pense qu'inconsciemment, ça vient forcément être une source d'observation. Comme beaucoup de femmes le veulent, oui, le désir, bah, je pense que ça ne perturbe pas plus que ça, celle qui le désire vraiment. Mais n'empêche, voilà, je voulais surtout pas quelqu'un qui prend des photos. Ça me paraissait un sabotage, en fait. Et moi, je voulais mettre les conditions parfaites, tu vois, voilà. Il a été parfait, parfait, parfait. Je veux dire, il aurait pas pu l'être davantage et hyper confiant à la fin, quand j'étais dans cet état la dernière semaine avec toutes ces sensations, j'avais l'impression de rentrer en travail tous les jours. J'avais mal partout, enfin voilà. Il m'a soutenu à aucun moment, il a suggéré quoi que ce soit qui aurait pu être genre, peut-être qu'on devrait aller consulter, pas du tout. Et il m'a dit après que c'était ma confiance qu'il avait vraiment, j'ai tellement ancré dans ma décision et confiante que, tu vois, il m'a dit ça m'a infusé, quoi. Donc ça, ça a été une belle expérience de couple, de, ça a été pour moi vraiment mais si, c'est le bon, c'est le bon. Je le savais, tu vois. Je le savais, mais c'est venu vraiment, je l'aime encore, enfin, si c'est possible, je l'aime encore plus, quoi, après ça. Voilà. Et donc, la nuit, et donc je vous avais partagé dans le village, dans ma vision de rêve, que je rêvais que cet enfantement, il ait lieu la nuit. Parce que mes autres enfantements, les deux avaient lieu à 18h, 19h, quoi, les mêmes heures à peu près, mais je voulais que ce soit la nuit, déjà, parce que mes enfants dormiraient, et puis je trouve que la nuit, c'est tellement calme, c'est tellement propice. L'obscurité, elle est là, de fait. Je rêvais que ce soit devant la cheminée, devant le feu, enfin, et ben, ça s'est passé exactement comme j'avais rêvé. Et le travail, a été ultra intense. C'est marrant parce que ça, c'est pareil. Mes deux premiers, ça avait été ultra rapide. Et j'avais senti la douleur et tout, mais après coup, je m'étais dit, bah, ouais, en fait, j'avais adoré hein, et j'avais pas eu l'impression genre d'être décimée par la naissance. Et j'entendais souvent cette phrase dans l'univers dans lequel je gravitais de la naissance, elle est faite pour te décimer, ça. Et j'ai interviewé des femmes qui me racontaient à quel point ça les avait, tu vois, décimées, quoi, cette expérience, cette douleur qui t'ouvre et moi, j'avais pas vécu ça. Et je me demande dans quelle mesure tous ces récits et toute cette idée que ça doit te décimer, je me la suis créée, cette réalité, et alors ça m'a vraiment décimée. La douleur que j'ai sentie, parce que c'est vraiment le mot, hein, je ne vais pas te dire genre c'était juste des sensations et tout, j'ai vraiment souffert, enfin, et je me demande dans quelle mesure je me suis créée cette réalité avec cette toi, inconsciemment, avec tout ce que j'avais entendu, parce que les deux premiers, ça n'avait pas du tout été le cas. Donc je ne sais pas, je ne saurais jamais. Et de toute façon, encore une fois, c'est plusieurs aspects, mais ça dure à peu près 2 heures, je pense, même si je sais pas trop quand ça a commencé, mais entre minuit et deux, quoi. Et c'était ultra intense. Et j'arrête pas de me dire, mais comment on peut refaire des bébés après ça, quoi? Comment? Et voilà, c'était ouf. Et j'ai fait une expérience aussi hyper intéressante au début, j'étais seule devant la cheminée, en train d'accueillir toutes ces sensations. Et je gérais bien, enfin, je gérais. J'étais là, j'étais dans ma bulle et mon mari, je sais pas trop, il m'a dit que c'était vers 1 heure, il est descendu. Moi, je regardais pas du tout l'heure, hein. Quand il est descendu, me rejoindre, j'ai senti un shift dans mon attitude. C'est que d'un coup, j'ai commencé à devenir plaintive et à lui dire j'en peux plus, c'est trop, j'en peux plus. Alors que 2 secondes avant, je gérais, enfin, et j'ai vraiment vu à quel point la présence de quelqu'un extérieur, ça me donnait moins de force, en fait. C'est que j'avais mon mari sur qui m'appuyait et je me plaignais à lui. Et c'était plus du tout la même attitude que j'avais juste avant où j'étais dans ma bulle et de toute façon j'étais seule face à cette réalité, quoi. J'ai vraiment vu et j'ai trop envie pour le prochain d'être seule. Ouais, ça, c'est voilà. Et en fait, je le vois dans le quotidien aussi. Quand mon mari est pas là, je gère. Et dès qu'il est là, je commence à me reposer sur lui et à me plaindre. C'est très intéressant. Bon, voilà. Bon, bah voilà, j'ai essayé de prendre une douche, mais nous, on a une super vieille baignoire. L'eau, elle est impossible à régler. Elle était hyper puissante, ça me faisait mal, j'arrivais pas à trouver la chaleur. Et puis, dans un état, je pouvais même pas régler l'eau, quoi. Déjà, c'est galère au quotidien, mais là, donc ça a duré 10 secondes et je suis ressortie de cette baignoire difficilement. Je me suis remis devant le feu. Il faisait chaud, genre c'était la fournaise. C'était parfait.
Et puis voilà, j'étais dans cet intérieur, je me souviens d'avoir senti d'être entourée de toutes ces femmes là que je connais et qui ont fondé comme ça, et vraiment d'avoir senti le réseau de femmes autour de moi, quoi, toutes celles avant moi, toutes celles, c'était très fort comme expérience. Et et puis j'étais dans cette voilà, dans cet univers, quoi, dans cette bulle, et j'étais devant ma cheminée, accroupie, et d'un coup j'ai senti la tête qui arrivait. Je me souviens d'avoir vu sa tête, d'avoir vu ses tout noir, on était dans le noir, mais en plus il a les cheveux très foncés, mes enfants ont les cheveux foncés. Et la tête est sortie. Et là, c'était comme si, voilà, j'ai vraiment ça dans une tornade, en fait. Toutes ces sensations, c'était une tornade de sens, et là, la tête est sortie, il y a eu comme une immense pause, qui a dû durer que quelques secondes, hein. Mais dans mon corps, ça a fait pause, quoi. Pause, pause. Et ouais, comme si je retenais. Et je sais, à ce moment-là, je m'être dit, il faut pas pousser. D'avoir eu dans ma tête, faut pas pousser, faut. Mais c'était même pas à ce niveau-là, c'était genre pause, comme un calme après la tempête, et pfiou, son corps est né. Ah, c'était magique. Franchement, ce mot. Son corps est né, je l'ai attrapé, mon bébé. Et c'est pour ça aussi que je crois que je continuerai ce travail longtemps, c'est que cette sensation d'attraper son bébé, je le souhaite tellement à toutes les femmes. C'est tellement magique, tu vois, cette rencontre avec lui. L'émotion que j'ai, tu vois, que j'ai aujourd'hui, je peux connecter cette émotion que j'ai sentie tous les jours, en fait. Dès que je pense à ce moment, j'ai ouah, tu sais, cette force, ouais. Et voilà. Et donc, j'ai vu que c'était un garçon. Et j'étais persuadée que j'attendais une fille. Et donc, j'ai dit à mon mari, c'est un garçon. J'ai rigolé. Et je l'ai rencontré, cet enfant. Tu sais, c'était vraiment magique, quoi. J'étais seule avec lui. Je le voyais. Il a pleuré. Puis ça me dire, ah non, je me souviens de me dire, il s'est mis à hurler. Puis c'est, ah non, non, pleure pas. Enfin, j'aime pas que mes bébés. Et après, je me suis dit, ah non, c'est bien, on est content qu'il pleure. Enfin, c'était un mix entre ma tête qui me disait, tu sais, qui gardait toutes les infos et tout. Et puis la magie du moment. Et puis voilà, c'était magique. J'étais dans un autre monde, quoi. Et je me souviens à un moment très vite, d'avoir senti, enfin très vite, en fait, voilà, ça a sur une durée de 20 minutes tout ça, mais ça m'a paru 3 minutes, d'avoir senti une gêne, de m'être accroupie encore et d'avoir sorti plein de gros caillots. Et c'était pas le placenta, c'était des gros caillots, genre du foie, comme des morceaux de foie, enfin, c'était des caillots de sang, quoi, mais et c'était dans ma tête de m'être dit, ah, j'ai envie d'observer, c'est trop intéressant, qu'est-ce que c'est et tout. Puis après, c'était comme tu vois, mon néocortex qui pensait, puis non, puis je me suis dit, bah non, c'est pas le moment, quoi, de penser à ça. Et pour la petite anecdote, mon mari, après, il a mis tous les draps à laver tel quel, et le lendemain, on a récupéré les cailloux lavés, mais encore, dégoûtant. C'est pour ça qu'il faut des femmes, pour l'après. Euh, donc j'ai pu les observer finalement quand même, longtemps après. Et puis finalement, je sais pas, après ces cailloux, il y a peut-être eu quelques minutes qui sont encore passées, et là j'ai encore senti une gêne et mon placenta est sorti. Et j'avais dit à mon mari, s'il te plaît, ne me parle pas, ne fais rien avant que le placenta soit sorti. Rien n'est fini tant que le placenta n'est pas sorti. J'ai aucune peur pour ce placenta, je l'ai pas dit. Mais je sais que, en fait, je trouve ça assez incongru finalement tout ce qu'on fait après la naissance tout de suite du bébé alors que le placenta n'est pas sorti et que ce placenta il a besoin des mêmes conditions de chaleur, d'obscurité, d'intimité, de silence, enfin de silence, pas du silence de la femme mais de silence de l'alentour, des alentours. Et je trouve ça un peu incongru que on comprenne la naissance à la maison mais qu'on comprenne pas ça. Enfin tu vois et qu'on fasse tous genre c'est pas le moment de faire des photos quoi. Enfin tu vois. La femme elle doit pas se sentir observée. Je pense vraiment que c'est une condition enfin, je trouve ça bizarre en fait de mettre des bâtons dans les roues à la sortie de ce placenta alors qu'en fait c'est assez simple enfin, de respecter ça et que après on est tranquille quoi. Tu vois? Voilà. Donc j'avais toutes ces consignes. D'ailleurs il m'a dit après qu'il avait failli mettre une caméra, son appareil filmer discrètement, il a eu trop peur que je le voie et donc je le remercie. Donc les photos que j'ai, c'est des photos d'après le placenta et je suis vraiment reconnaissante d'avoir ces photos que je pensais pas qu'il allait prendre parce qu'elles ont capturé quand même la magie du moment. Je les adore. Mais je suis contente qu'il ait vraiment, enfin, de toute façon, je savais qu'il allait respecter mon choix, mais je suis contente de comment ça s'est passé, quoi. Ce placenta est sorti, c'était magique, on était devant ce feu, mon mari a installé le canapé,
on avait 5 canapés lits qu'on avait ouverts, donc parfait, devant la cheminée. On s'est mis là, au chaud, et on n'avait pas de prénom de garçon. Et là, on a commencé à chercher un prénom. C'était magique, c'était un moment, je n'oublierai jamais ce moment de ma vie. On était tous les deux. Il m'a fait réchauffer, j'avais préparé du bourguignon que j'avais congelé exprès pour après la naissance. Et il m'a fait réchauffer mon bourguignon. J'ai mangé comme ça devant ma cheminée. C'était trop bien. Franchement, c'était un moment de pure joie, de pure communion dans notre couple et avec notre bébé, de rencontre avec cet enfant. Enfin, c'était magique, tu vois. On a cherché ce prénom, on a rigolé, parce qu'on trouvait pas de prénom et tout ça. Enfin, voilà. Et le lendemain matin, après, au bout de 3 heures, je commençais à être vraiment fatiguée. Il était 5 heures du matin. Mon mari était explosé. Et on s'est dit, bah, on va peut-être aller dormir quand même encore un peu, quoi. Alors, sauf qu'en fait, je le dis parce que je sais que c'est pour beaucoup de femmes, c'est une peur, ça, mais je sentais le caca. Enfin, voilà, je m'étais fait caca dessus, quoi. Enfin, sur les draps, mon mari, il avait tout enlevé, mais je sentais fort, quoi. Super. Et puis, j'avais du sang partout. Enfin, il y a eu beaucoup de sang pendant cette naissance. Et après, j'ai continué à pas mal saigner. À aucun moment, je me suis inquiétée et c'était pas inquiétant, mais il y a quand même eu beaucoup de sang. Donc, j'étais sale et surtout je sentais mauvais. Et donc j'ai voulu me lever pour aller prendre une douche. À ce moment-là, c'est là qu'on a coupé le cordon. D'ailleurs, c'était vachement intéressant parce que 3 heures après la naissance, il y avait encore du sang dans le cordon. Très très peu, il était blanc et quand on a coupé, il y avait encore un tout petit peu de sang. Et oui, j'avais pas envie de faire un placenta lotus, mais maintenant j'aurais envie d'attendre plus longtemps quand même pour pas couper. La prochaine fois, je peux brûler ce cordon avec nos enfants. Faire une sorte de petite cérémonie familiale. Mais c'était bien, voilà, on a coupé le cordon. Et j'ai voulu me lever pour aller prendre une douche et j'ai failli tomber dans les pommes. Et donc, c'est là que mon mari est allé chercher ma maman et, euh, et elle m'a aidé à prendre une douche. Et après, on s'est couché. Et ce qui était magique, c'est que le lendemain matin, nos enfants se sont réveillés. Donc, on a deux plus grands. Et ils sont, notre fille, là, notre aînée, elle a entendu du bruit en bas. Et mon mari lui a dit, oui, c'est ton petit frère qui est né. Et elle est allée réveiller son autre frère et ils sont descendus. Et c'était magique. Et pour moi, ça a été aussi parce que pour mon deuxième, ça avait été tellement dur. Ma fille, elle avait même pas 2 ans quand il est né. De la laisser, c'est la première fois que je la laissais. Et d'avoir dû la laisser, c'était horrible, en fait. J'ai dû me battre pour sortir de l'hôpital au bout de 48 heures parce que je voulais surtout pas la laisser plus. J'avais trouvé que c'était enfin, une sorte de séparation, quoi, que c'était pas. Et là, il n'y a pas eu ça, quoi. C'était magique. Mon petit 2 ans, il a pu voir son petit frère. Il n'y a pas eu de. C'était tellement organique, tellement naturel, tellement évident. Et j'ai vraiment senti la différence aussi dans la dynamique familiale, dans l'accueil, tu vois, d'un nouveau membre de la famille, quoi, de pas créer cette espèce de rupture. Voilà, magique. Et puis, dans les jours qui ont suivi, j'ai cette magnifique doula qui est arrivée. Et pendant 10 jours, elle a pris soin de moi, elle m'a fait des massages, des yoni steam, elle m'a mis sous une tente de sudation plusieurs fois, elle m'a beaucoup massé le ventre, tout le corps, du moxa. Le moxa, c'est des soins chinois là, pour chauffer le ventre, un bain de fleurs, enfin, tous ces soins qui, je pense, sont tellement, enfin, toutes les femmes devraient pouvoir avoir ces soins, c'est tellement nécessaire et aussi pour le plan physique. Mais alors, après cette naissance, j'avais anticipé cette joie et elle a été à la hauteur de mes espérances. Enfin, elle était vraiment surabondante. Mais j'avais pas anticipé. Je me suis aussi pris un peu comme une claque, comme un deuil, une tristesse que j'avais pas du tout imaginé de réaliser en fait ce que j'avais pas vécu avec mes deux premiers. C'était malgré moi quoi. C'était genre quand j'ai attrapé ce bébé, c'est comme si en même temps ça m'a transpercé le cœur de me dire mais ah, tu vois, j'aurais dû vivre ça avec mes deux premiers. Enfin, c'est même pas dans le sens du regret, ou je sais que ça sert à rien de regretter, mais c'est plus une émotion que je pouvais pas contenir, de tristesse, quoi, de réaliser à un degré, je sais pas à quel niveau de ma conscience, mais à quel point c'est dramatique, en fait, de voler ça aux familles, et aux femmes et aux familles. Enfin, comme si je mesurais à quel point cette rencontre avec nos enfants, cette dyade, elle est sacrée, quoi. Mes mots, ils sont impropres à l'exprimer avec comme je le veux, quoi. Et donc, c'était tellement bienfaisant aussi d'avoir ce temps avec Zoé et d'avoir ces soins. Bah, j'ai pleuré, c'était la méthode, ça s'est sorti aussi et j'ai pu intégrer. Et je dis pas que ça, en 10 jours, j'ai tout intégré, mais ça a été vraiment, bah, essentiel, en fait, dans l'expérience, tu vois,
ouais, c'est inséparable, ce postpartum et cette naissance, quoi. Et je pense, voilà, toujours, c'est inséparable. Voilà. Et depuis, c'est une source inépuisable de force pour moi. C'est-à-dire que c'est tellement simple à la fois, tellement évident, tellement banal et tellement magique que en fait, c'est le mystère de la vie. On vit de notre ordinaire. Et si on arrive à expérimenter cette magie et cet extraordinaire dans l'ordinaire, bah, là, c'est là que la vie elle devient magique, quoi. Mais je trouve que cette naissance, pour moi, tu vois, ça a été comme ouais, un début et une redécouverte de moi-même, de qui je suis comme femme, tu vois, comme ma force aussi. Ça me paraît une banale et à la fois, j'ai vraiment senti ma force et mon courage aussi pour protéger mes enfants de ce que je pense être vraiment des distorsions qui ont pour but de détruire l'élan de vie en nous. Et tu vois, en séparant ainsi les mères et les bébés au point de vue culturel, au point de vue à la naissance même, mais même après, tout est fait pour nous séparer, nous casser ce lien, casser, quoi. Et hier, Lola partageait enfin, je parle comme si tout le monde se connaissait sur Instagram, mais que la déconnexion, c'est la source de toutes les maladies. Cette déconnexion, pour moi, elle est culturellement euh, propagée, elle est omniprésente. On cherche tout le temps à nous séparer et réclamer, se réapproprier ce lien, se dire non, je laisserai personne me séparer de mes enfants. Tu sais, cette espèce d'élan euh, viscéral et enfin, de l'instinct, quoi, qu'on m'avait coupé, en fait, que j'avais coupé aussi par ma déconnexion, moi-même, ma propre déconnexion de longue date de mon corps et de mes émotions, mais aussi que tout ce système obstétrique de, ouais, c'est des rites qui ont pour but de te couper, en fait, de ton instinct et ouais, de tes bébés, de toi, quoi, de ta source de vie. Voilà. Voilà mon histoire. Hallucinant. Non, Magique. c'est vrai. Ça, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. C'est un peu enflammé. Mais, ouais, voilà. Ouais, c'est magique. C'est magique. C'est tellement simple, tellement magique. Mais j'ai voyagé avec toi. Bah, comme tu me l'as dit au moment où on avait enregistré la grossesse de Robin, euh, effectivement, ton histoire est venue résonner. Comment tu te sens là maintenant? Ah, enthousiaste, là, j'ai envie je vais aller voir mon mari, je vais lui raconter. Non, en fait, à chaque fois que comme je me sens connectée à cet élan, quoi, et à cette joie, et à cet enthousiasme, et en même temps à cette douleur de me dire, mais c'est insupportable ce qui est en train de se passer. Je le dis mais c'est insupportable que ça puisse continuer de telle violence et ah! Mais voilà, je sais que de plus en plus de femmes choisissent autre chose, quoi. Et non, voilà. Je sais pas comment je me sens, ce mélange de. Ouais. Après, on a chacune ce qu'on a à vivre, hein, notre chemin. Et c'est comme ça. Mais si on pouvait éviter autant de douleurs, ça serait quand même mieux. Je te retransmets aussi les petits commentaires qui sont arrivés par la suite. Oh là là, les larmes ne cessent de couler. Merci, merci, merci pour ce partage, cette inspiration, la médecine et le pouvoir des mots. Ensuite, on te dit merci pour ce magnifique partage. Merci d'avoir partagé, c'était magnifique. Connexions nous toutes à cet élan. Connectons-nous toutes. Ouais, voilà. Connectons-nous. Ouais. Et connectons-nous les unes aux autres aussi. Moi, je l'ai un peu évoqué plusieurs fois, mais à quel point ça a été important pour moi d'avoir d'autres femmes qui ont tenu l'espace et d'avoir le modèle, ouais, de m'appuyer aussi sur l'expérience des autres, de me dire elles l'ont fait, je peux le faire, quoi. Ça a été vraiment ma force, quoi. Et ouais, c'est ça ma gratitude aujourd'hui, c'est aussi de vous connaître, enfin, de connaître ce réseau, quoi, de femmes qui on cherche ensemble, quoi, qu'est-ce qui est juste et comment on fait, c'est magique. J'allais te demander, est-ce qu'il y a autre chose là qui t'anime et que tu aimerais partager avant que l'on termine? Non, là je pourrais parler des heures sur ce sujet, mais en même temps, je me sens, comme dirait notre amie Marine, humblifiée enfin, d'avoir pu partager ça. Et puis, merci pour vous toutes, quoi, qui avez écouté. Mais, ouais,
Non, j'ai rien à rajouter. Juste que j'espère que, vraiment ma prière, c'est que, c'est que toutes les femmes puissent faire cette expérience, mais aussi que tous les bébés puissent naître enfin, en fait, qu'on puisse protéger la sacralité du lien avec nos bébés, quoi. Je pense que c'est tellement la fondation de beaucoup de choses. Voilà, de tout. Merci Charlotte, merci beaucoup. Quelle expérience hein, de parler en live comme ça, c'est ouf. Ça change, hein. C'est pas du tout la même posture quand on reçoit que lorsqu'on dépose. Tu sais, moi, mon truc, c'est que après, comme j'ai toujours ma persona perfectionniste qui apparaît après tout, dès que je prends la parole, et je me dis toujours, ah, j'ai parlé trop vite, c'est vraiment mon truc. Donc, bon, mais en même temps, c'est l'élan, quoi. Je parle vite, c'est comme ça. Mais ouais, ouais, c'est chouette de raconter. C'est bizarre comme truc d'être sur Instagram comme ça, mais en même temps, voilà, j'aimerais, c'est comme un cercle de femmes modernisées, quoi. On se, on transmet nos récits. Non, mais c'est vrai, on a besoin de récits transmis et on a besoin voilà, d'entendre autre chose que les horreurs qu'on entend en permanence. Et même s'il faut des espaces pour déposer ces immenses tristesses et ces immenses épreuves, on a aussi besoin de se nourrir bah, de puissance, quoi. Et de rien. Ouais. Donc, Voilà. n'hésitez pas à aller voir. Le podcast s'appelle Physiologie plus intuition sur toutes vos plateformes d'écoute. Ouais, ouais, je suis dans un élan où avant, j'étais pas du tout régulière, mais là, j'ai déjà 5 semaines d'épisodes planifiés et plein de rendez-vous planifiés. Donc, normalement, cette année, il sera assez régulier. Voilà. Donc, voilà. Merci du fond du cœur, Johanna. Merci Charlotte et merci à chacune. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissançantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.